mais spécifiquement ce métier, puisqu'on est sur du conseil essentiellement, de l'aide à l'alimentation orale. Et la nutrition, c'est un terme qu'on réserve plutôt aux patients qui ont des pathologies sévères du point de vue nutritionnel, que ce soit en cancérologie ou en cancérologie. Et dès qu'on va intervenir avec de la nutrition, je pense qu'il est important, dans cette période où on essaie justement de promouvoir le métier de diététicien, de le valoriser, même si la générique de l'étude de diététique n'est pas encore satisfaisante, on peut vraiment mettre l'accent sur le fait qu'on va parler d'intervention diététique, qui peuvent être faites par les diététiciens en collaboration avec d'autres professionnels, évidemment. Diapositive suivante. Alors, j'aurais pu vous parler des trois aspects de cette alimentation et de cette diététique de l'après-cancer, de manger pour retrouver une vie normale, que tout le monde espère évidemment. La nutrition, on vient d'en parler des séquelles, des traitements. Je vais plutôt ne pas parler de cette partie-là et je vais m'intéresser essentiellement à la diététique de la prévention primaire. Diapositive suivante. Diapositive suivante. Et une des questions que vous avez déjà posées et qui me paraît essentielle, c'est finalement pourquoi faire, quels sont les objectifs d'emblée qu'on doit questionner lorsque on veut mettre en place des programmes de diététique qui ne sont pas toujours si simples que ça à mettre en œuvre dans l'après-cancer. Est-ce qu'on est sur des critères durs, entre guillemets, ou sur des choses qui sont plus faciles à évaluer, obligatoirement plus faciles à améliorer, comme la qualité. Sachant qu'il y a aussi des aspects de ressenti personnel individuel qui sont très importants, le fait d'être acteur ou actrice de sa santé, et le fait de montrer le bon exemple, entre guillemets, pour les autres, à l'intérieur de la cellule familiale ou à l'extérieur. On dit souvent qu'en France, il y a 60 millions de sélectionneurs de l'équipe de France de football. Il y a aussi 60 millions de nutritionnistes. Il faut bien savoir, tout le monde dit avoir des connaissances en nutrition, ce qui n'est pas obligatoirement ça. Un des points majeurs dans l'après-cancer, c'est la prise de poids. Et des prises de poids significatives qui induisent un surpoids ou une obésité, c'est-à-dire un IMC supérieur à 30 kg par mètre carré. Et l'un des facteurs qui intervient le plus dans cette prise de poids, ce sont les modifications des habitudes alimentaires ou la persistance de mauvaises habitudes alimentaires. Bien sûr, c'est associé le plus souvent à une diminution, à l'absence d'activité physique. Les problèmes hormonaux, finalement, ne sont pas dans ce qu'on a pu évaluer au premier chef de ces réponses prises de poids. Positif suivant. Quand on regarde la littérature, effectivement, ceux qui vont être les plus à risque, en particulier dans le cancer du sein, ce sont les femmes qui avaient des IMC extrêmes, soit qui étaient très attentives à leur ligne et qui avaient des IMC inférieurs à 25, soit celles qui étaient d'emblée en surpoids ou obèses, celles qui avaient des niveaux d'activité élevés avant le diagnostic. Lorsqu'on essaie de repérer des profils alimentaires préalables à la maladie qui pourraient favoriser la prise de poids après la maladie, c'est plus compliqué. On n'arrive pas à bien repérer les choses. Dans l'étude Nutrinet Santé, on n'a pas de profil parfaitement établi permettant de dire telle femme, après le cancer, va prendre plus de poids parce qu'elle a un profil alimentaire, un tel ou un tel. Diapositive suivante. On retrouve dans la littérature, par contre, c'est des facteurs qui peuvent effectivement influencer les paramètres dont on a parlé précédemment du point de vue alimentaire. Et évidemment, ce qui sort le plus de façon assez robuste, qui augmente le risque de rechute, qui augmente le risque de mortalité spécifique et globale, c'est le surpoids et l'obésité. Et une fois qu'on a dit ça, finalement, on n'a pas dit grand-chose. Parce que la question derrière, c'est comment on intervient dessus. Est-ce que c'est de l'obésité ou du surpoids qui dure depuis des années, voire des décennies, ou est-ce que c'est de l'acquisition de prise de poids? Il y a un peu un mélange de tout ça dans les données de la littérature scientifique qui ne permet pas d'être suffisamment fin en termes de repérage des patients et des patientes à risque. Malgré tout, globalement, lorsqu'on est en surpoids ou obèse après un cancer, il vaut mieux intervenir pour limiter cette prise de poids
ce surpoids ou cette obésité. Diapositive suivante. Donc, les recommandations, elles sont assez générales. Hein. Dans la dernière publication du réseau NACRE et de l'INCA, vous avez des choses qui sont très, très classiques et qui reviennent finalement aux recommandations précédemment publiées, par exemple par Saint-Paul-de-Vence sur le cancer du sein, où il faut plutôt limiter la consommation d'aliments à forte densité énergétique, favoriser les aliments à faible densité énergétique, c'est-à-dire les fruits et les légumes, et éventuellement mettre en place un conseil diététique individualisé, systématique, après la guérison du cancer. Diapositive suivante. Là où il faut être très, très, très clair, c'est qu'il faut intégrer maintenant dans les conseils diététiques, en plus de ceux qui sont très classiques dont on a parlé, finalement, on va essayer de faire que les patients, au-delà de leur rémission, puissent retrouver une alimentation qui soit proche de l'idéal qu'on se fait de l'alimentation en France selon le PNNS. Eh bien, il faut intégrer d'emblée dans ces recommandations les nouvelles données de la science sur les facteurs de risque de cancer, ce sont en particulier la consommation excessive de produits ultra transformés et la consommation éventuellement favorisée de produits bio, même s'il y a encore une discussion sur ces deux points, puisque à la fois du point de vue mécanistique, mais aussi du nombre de publications démontrant que ça a un impact sur le risque de cancer, on est encore sur quelque chose d'insuffisant. Diapositive suivante. D'autres points importants, et là encore, la diététicienne, lorsqu'elle va accompagner les patients après leur cancer, selon telle ou telle modalité, on va revoir ça après, elle doit aussi insister sur l'intérêt ou le non-intérêt des régimes. Et moi, je voudrais surtout insister sur le non-intérêt des régimes de restriction glucidique, qui clairement, avant et pendant le cancer, n'ont pas montré de bénéfices et n'ont pas plus montré de bénéfices après le cancer. Il y a finalement très peu de données en prévention tertiaire de ces régimes de restriction glucidique, mais il faut être très attentif au fait que ces régimes induisent des modifications de comportement plus larges, peuvent induire des peurs alimentaires, peuvent induire des restrictions complémentaires qui peuvent secondairement faire apparaître des modifications de composition corporelle, des risques supplémentaires de dénutrition. Donc il faut être très très clair là-dessus. Ces régimes ne doivent pas être promus, que ce soit avant, pendant et après le cancer. Et donc il ne faut pas hésiter à consulter le rapport qui a été publié en 2017 et favoriser la distribution des brochures qui ont été publiées par le réseau NACRE à ce sujet-là. Diapositive suivante. Donc les recours Saint-Paul-de-Vence, qui étaient les seuls vraiment disponibles avec des niveaux de preuve qui étaient relativement intéressants, concernaient exclusivement le cancer du sein, et proposaient donc aux patientes une consultation diététique afin de leur faire bénéficier de conseils alimentaires personnalisés. Je crois que c'est un point majeur. Il faudrait que tout patient, toute patiente, une fois son cursus de traitement terminé, puisse voir au moins une fois, mais évidemment, dans l'idéal plusieurs fois, une diététicienne pour avoir un maximum d'informations et d'orientation vers ce qui est bon de manger, ce qui est moins bon de manger, et quels sont les objectifs qu'on doit se fixer à court, moyen, long terme par rapport à l'alimentation. Ça, c'est vraiment des points majeurs. Ce n'est pas le cas pour l'instant, mais c'est quelque chose qu'il faut développer. Évidemment, recommander de... J'avais pas tout à fait fini, pardon, excusez-moi. D'éviter toute prise de poids supplémentaire et évidemment de bien faire attention à réorienter l'alimentation vers les aliments qui sont souvent un peu négligés. On va voir d'ailleurs que c'est vrai authentiquement après cancer, que sont les fruits et légumes. Diapositive suivante. Donc voilà, il faut finalement réintroduire ces recommandations de prévention primaire qui sont tout aussi valables après cancer dans la prévention tertiaire, associées à du suivi diététique systématique qui doit être
régulier. Je ne sais pas vous dire si ça doit être tous les mois, tous les 6 mois, personne ne sait très bien, mais il faut qu'il soit régulier parce que il faut apporter des informations complémentaires, il faut réorienter l'alimentation quand il y a une prise de poids ou une perte de poids trop importante, etc. Diapositive suivante. Et donc, les recommandations de prévention primaire, je ne vais pas vous les rappeler dans leur globalité, mais elles sont très importantes. Hein. Il faut privilégier les fruits et légumes. Il faut limiter la consommation de produits à forte densité énergétique, le fast-fooding, évidemment la consommation d'alcool. Là encore, la diététicienne a toute sa place dans l'attention que doit avoir le patient ou la patiente à réduire au maximum sa consommation de boissons alcoolisées. C'est un point important qu'on oublie parfois. Diapositive suivante. Quand on voit la réalité de ce qui se passe après le cancer, eh bien, on se rend compte que les résultats sont relativement décevants, mais on n'est pas avec une cohorte de patients qui a bénéficié d'un suivi diététique systématique. Dans l'étude Nutrinet, eh bien, l'équipe de Mathilde Touvier a pu montrer que, alors que les patients et les patientes avaient suivi tout un cursus de traitement du cancer, et donc avaient reçu probablement en partie des informations concernant l'alimentation, eh bien, on se retrouve avec des patients qui, entre avant la maladie cancéreuse et après la maladie cancéreuse, consomment moins de fruits et légumes, alors que je viens de vous dire qu'il fallait plutôt privilégier ces produits. Moins de produits laitiers. Alors, j'en ai pas parlé, mais on sait qu'il y a une peur des produits laitiers, l'effet pro-inflammatoire des produits laitiers. Donc, ça se comprend très bien, mais clairement, c'est une source importante de calcium et donc avec un impact majeur sur la masse musculaire, sur l'os, qui sont des problématiques majeures en post-cancer. Et vous voyez que, par exemple, il y avait aussi une augmentation de tout ce qui était riche en sauce ou en matière grasse. Donc, clairement, malgré le fait que les gens ont eu un cancer et ont eu probablement, peut-être pas de façon idéale, des informations sur l'alimentation, on se retrouve avec une alimentation post-cancer qui n'est pas adaptée, qui n'est pas satisfaisante, loin de là. Diapositive suivante. Alors, pour nous aider à avancer dans l'aide qu'on peut apporter aux patients, il y a évidemment la circulaire dont vous avez déjà parlé, avec le fait qu'on va pouvoir rembourser une partie de la prise en charge diététique, diapositive suivante, et de façon très insuffisante. C'est pour ça que, par exemple, certaines structures ont développé des réseaux de diététiciens libéraux. C'est le cas des centres de lutte contre le cancer, ça s'appelle le réseau Oncodiet, qui permet justement de proposer aux patients après cancer des tarifs préférentiels de prise en charge, parce que pour l'instant, ce n'est pas remboursé à proprement parler par la sécurité sociale, les consultations diététiques en libéral, pour pouvoir permettre à certaines patientes d'avoir accès à ces consultations diététiques alors qu'elles ne l'avaient pas jusqu'à présent. C'est très important parce que, en plus de ça, on va leur proposer d'aller voir des diététiciens qui vont être formés spécifiquement sur l'oncodiététique, on va dire, la diététique des patients atteints de cancer et de l'après-cancer, et donc des gens qui vont pouvoir, de façon très experte, les aider au mieux par rapport à cette prise en charge. Ce n'est pas idéal parce que ça coûte de l'argent pour les patients, certains ne vont pas y aller évidemment, mais on a fait un petit pas en plus de l'arrêter pour pouvoir aider les gens à rentrer dans ce processus de suivi diététique. Diapositive suivante. Juste un mot pour dire que le conseil diététique tout seul, ça ne marche pas. Hein. C'est quand on l'associe à d'autres choses que ça marche bien, même si on est sur les mêmes constats que tout à l'heure par rapport à l'activité physique. Hein. C'est clair qu'on est sur quelque chose de relativement observationnel, mais plus on complexifie la prise en charge, dans lequel on inclut la prise en charge diététique, plus ça marche. Diapositive suivante. Alors, là où je voudrais mettre un tout petit peu l'accent maintenant, c'est sur les pistes à la fois d'outils de prise en charge des patients, mais aussi peut-être de recherche qu'on peut développer dans ce domaine.
je ne sais pas si vous connaissez Philippe Pouillard, mais c'est un des premiers à avoir développé en France des concepts d'ateliers culinaires. C'est pas le seul, hein, mais c'est un des premiers à en avoir fait la promotion comme outil d'information et d'aide à la prise en charge diététique de l'après-cancer. Alors, il a son modèle à lui, qui est probablement pas extrapolable partout, puisqu'il travaille dans une école d'ingénieurs en agroalimentaire, qui travaille elle-même avec l'hôpital de Beauvais, donc c'est un modèle particulier. Mais clairement, ce qu'il a pu montrer, c'est que d'abord la construction de ces ateliers avec des patients, des anciens patients, des patients en cours de traitement, et le fait de les faire évoluer à la fois sur les problématiques des symptômes pendant les traitements, mais aussi des symptômes après les traitements, leur a permis d'avoir quelque chose qui est très satisfaisant pour les patients, même dans l'après-cancer, puisque on va à la fois donner des informations générales et en même temps des astuces, des trucs du quotidien, parce que c'est souvent ce que réclament les gens, c'est qu'est-ce que je vais faire à manger ce soir, qu'est-ce que je vais faire à manger toute la semaine, qu'est-ce que je vais acheter quand je vais aller au supermarché. Et ça, clairement, par ces ateliers culinaires, on permet d'avoir à la fois des informations générales, scientifiques, on va dire, et des informations du quotidien. Diapositive suivante. Évidemment, pour compléter ces informations, on peut avoir accès à un certain nombre de portails Internet intéressants. Évidemment, je fais la promotion du portail du réseau NACRE qui est très complet, très sérieux, mis à jour très régulièrement et qui apporte énormément d'informations lisibles par tout le monde, globalement. Donc ça, je vous engage à y aller régulièrement. On est sur de l'information fiable et scientifiquement soutenue. Diapositive suivante. Il y a d'autres, évidemment, sites Internet qui peuvent être intéressants. Et globalement, ces sites Internet travaillent beaucoup aussi pour lutter contre les croyances et idées reçues. C'est vraiment important d'expliquer comment on peut critiquer un certain nombre d'informations qu'on reçoit par tous les médias possibles, que ce soit, comme je l'ai dit tout à l'heure, sur les régimes de restriction glycémique, sur les compléments alimentaires sur lesquels on va revenir, etc., etc. Diapositive suivante. Et là encore, des sites Internet beaucoup plus pratiques. Je reviens à Philippe Pouillard. Alors, comme il est pratiquement le seul en France à avoir développé ce genre de concept, je suis obligé d'en parler. Et d'ailleurs, ce site est très bien fait. Donc, ce site s'appelle Vite fait, bien fait. Et il permet d'apporter, là encore, de l'aide au quotidien, hein, en plus de ces ateliers culinaires qui me paraissent importants de développer. Eh bien, il y a aussi cette possibilité d'avoir des informations sur comment on va, puisqu'on a une séquelle ou on a un problème de goût ou d'odorat, comment on va pouvoir préparer tel ou tel aliment, etc., etc. Et donc, c'est vraiment très bien fait et c'est très important parce que ça répond à des questionnements directs de la patientèle, ça répond à des problématiques directes des gens qui doivent au quotidien qui veulent, pardon, au quotidien, améliorer la qualité de ce qu'ils mangent. Diapositive suivante. Alors, quelques mots des compléments alimentaires, hein, qui n'ont d'alimentaire que le nom, hein, puisque en gros, ce sont des nutriments pris isolément ou avec plusieurs, et qui vont être concentrés dans des gélules, des comprimés, des poudres, etc. Là où il faut être très clair là-dessus, c'est que on est plus sur du médicament que sur de l'aliment, hein, puisque il peut y en avoir des effets secondaires et des interactions médicamenteuses, et ça on en découvre de plus en plus. Donc, clairement, c'est quelque chose sur lequel il faut être très attentif. Souvent, la prise de ces compléments alimentaires cache d'autres pratiques complémentaires. En tout cas, dans mon expérience, souvent non validées scientifiquement. Et donc, elles doivent faire l'objet d'un dialogue permanent entre le patient et le médecin. Ce n'est pas toujours le cas parce qu'on n'a pas toujours le temps de poser les questions et d'être ouvert à la discussion. Suivante. C'est clair, c'est qu'il y a plus de la moitié des patients en cours et au décours des traitements des cancers qui prennent des compléments alimentaires. Hein.
et qui les utilisent vraiment pour lutter contre la maladie cancéreuse ou la récidive de la maladie cancéreuse. Diapositive suivante. Cette consommation dans l'étude Nutrinet a été considérée à risque, c'est-à-dire avec des risques d'interaction médicamenteuse dans 18% des cas, c'est pas négligeable, une fois sur 5. Là où il y a un vrai problème, c'est ce que je disais précédemment, c'est que le dialogue médecin-malade, malade-médecin, pardon, n'est pas satisfaisant, puisque même si les patients en ont parlé à un médecin, le plus souvent, ce n'est pas à l'oncologue. Et pourquoi est-ce que les patients n'en parlent pas à l'oncologue? C'est parce que l'oncologue n'a pas posé la question. Donc, clairement, il faut être un petit peu plus ouvert sur les problématiques diététiques en général, sur les compléments alimentaires en particulier, au cours du traitement et au-delà du traitement. Parce qu'en plus de ça, c'est ce que je vous disais précédemment, il y a une vraie cacophonie médiatique. C'est Raphaël Ancelin de l'INCa qui utilise ce terme, qui est à mon avis tout à fait adapté. On entend tout et son contraire. Et le vrai problème, c'est que parfois les médias ont du mal à expliquer qu'ils vont parler de prévention primaire plutôt que de prévention secondaire ou tertiaire, et inversement. Et donc ça, c'est une vraie difficulté pour les patients qui ne sont pas tous formés scientifiquement, de comprendre dans quelle situation cette information est-elle valide scientifiquement. Donc ça, c'est vraiment un problème. Il faut arriver à faire comprendre à tout le monde dans quelle situation, et en particulier lorsqu'il s'agit de prévention tertiaire, clairement, cette information est à prendre en compte ou à ne pas prendre en compte. Évidemment, viennent se surajouter là-dessus des blablas de différents savants ou pseudo-savants qui viennent en rajouter une couche. Diapositive suivante. L'alimentation, comme je disais en introduction, c'est un lieu de paradoxe parce qu'il y a une grande variabilité individuelle des comportements alimentaires, même au sein d'une famille. Et malgré tout, c'est quand même un objet de convivialité, c'est-à-dire qu'on se retrouve autour de l'alimentation. Donc, il faut arriver à concilier tout ça. Merci. Là où je pense qu'il y a une vraie difficulté, c'est qu'on a voulu trop hâtivement faire de l'alimentation une source de santé, même si c'est vrai, il n'y a pas de discussion là-dessus. Malheureusement, en oubliant trop rapidement que c'était aussi une source de plaisir. Et ça, c'est vraiment important. Je pense qu'il faut remettre le plaisir à consommer des aliments au devant et mettre le côté santé plutôt au second plan, parce que sinon, on va créer de l'anxiété, on va créer des peurs, on va créer des erreurs alimentaires. Voilà. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, on est tous experts de l'alimentation, mais on est tous insuffisamment informés. Donc, il faut produire de l'information soutenue scientifiquement le plus régulièrement possible par toutes les voies médiatiques possibles et par des voies médiatiques qui éteignent un tout petit peu celles de gens qui, via YouTube ou via Internet ou via les librairies, vont parler plus fort que nous et vont raconter n'importe quoi. Diapositive suivante. Donc, il faut faciliter le suivi diététique après cancer. Ça nécessite clairement un modèle économique nouveau avec un remboursement par la sécurité sociale des consultations de diététique. Pas le seul problème, mais en est un. Il faut multiplier les sources d'information et les moments d'échange avec les professionnels et les pairs. Fixer des objectifs clairs mais raisonnables. On n'a pas beaucoup parlé de ça, mais je ne pense pas que pour quelqu'un qui fait une IMC à 32, il faille imaginer un objectif à 25 d'IMC, c'est infaisable. D'ailleurs, aucune donnée dans la littérature ne démontre que c'est l'objectif qu'il faut se fixer. Et il faut intégrer cette prise en charge nutritionnelle, diététique en fait, au sein d'une prise en charge globale et multidisciplinaire, mais ça, vous l'avez déjà largement dit et très bien dit. Merci beaucoup. Merci beaucoup Bruno. Dans la salle, vous pouvez poser des questions. Vous pouvez également les poser sur le chat. Moi, j'aimerais commencer, merci Bruno, par tout ce que tu as évoqué, avec la puissance quand même
de l'Internet. On a vu un papier sortir en 2021 montrant que la première ressource d'information sur donc la diététique, désolé, pas la nutrition, mais la diététique, amène à ce que finalement les patients s'informent uniquement par Internet. Et avec des gens remarquables en termes de stratégie de communication qui sont capables de dire que parce qu'on a vu chez l'étude dans le rat que le régime cétogène avait potentiellement un effet, bah finalement, ils ne parlent jamais d'essais cliniques, ils vont dire que ça va avoir un intérêt. Et c'est vrai que ce que vous faites avec le réseau NACRE, ce que vous faites, ça suffit peut-être pas à toucher correctement les patients ou tous les patients ou les plus précaires. Comment tu peux amener dans les années qui viennent peut-être non pas une consultation diététique pour tout le monde, mais peut-être plusieurs consultations chez des gens qui sont encore plus précaires, vulnérables et sur lesquels peut-être qu'une consultation ne suffirait pas. C'est déjà bien que tout le monde en ait une, mais est-ce que tu ne penses pas qu'il y a là une personnalisation dans le parcours avec des interventions non médicamenteuses un peu plus adaptées et un peu plus personnalisées en fonction des cancers, des situations, des contextes? Je crois qu'il y a plusieurs points dans ta question qui sont super importants, effectivement. Le premier, c'est que les sources Internet que nous, on pourra produire n'auront jamais la puissance de feu que celles de spécialistes des médias électroniques peuvent avoir. Donc, on peut peut-être s'essayer à du YouTube ou à d'autres choses comme ça, mais je pense que c'est peine perdue parce que n'est pas suffisamment disponible pour le faire. Par contre, effectivement, par le biais des consultations diététiques systématiques et multiples, on doit pouvoir justement contrecarrer les informations plus ou moins vraies, plus ou moins fausses, qui arrivent aux oreilles des patients et des patientes. Ça, c'est très, très important. Et dans ta question, tu disais que c'était peut-être vers les plus vulnérables qu'il fallait aller en priorité. Pour moi, c'est vraiment très important parce que on a bien réussi dans les centres de lutte à proposer des choses plutôt pour les gens plutôt CSP+, mais on n'a pas encore bien réussi à développer des propositions pour les gens qui sont moins favorisés économiquement, parce que culturellement c'est plus compliqué pour eux, parce que c'est trop loin, c'est pas peut-être compréhensible, etc. Donc il faut se mettre au niveau, il faut faire en sorte que ce soit évidemment pris en charge en totalité. Ça aussi c'est un autre problème, c'est-à-dire que est-ce que ça doit être fait à l'hôpital? Est-ce que ça doit être fait à l'extérieur de l'hôpital? Est-ce que ça doit être fait tout près du domicile de la personne? Bien sûr, c'est plutôt ça qu'il faut faire. Et qu'est-ce qui est pris en charge? Le transport, la consultation, etc. Donc tout ça, c'est vraiment un point. Ce sont des points importants. On doit obligatoirement passer par ces consultations diététiques répétées. Ça, c'est sûr. Merci beaucoup. Il y avait un commentaire, mais un petit peu dans l'esprit de ce que tu viens d'évoquer. Sur 12 femmes reçues en post-cancer, sur des séjours de réhabilitation, en moyenne, seules deux ont un conseil nutritionnel et véritablement très restrictif et très limité. Et effectivement, c'est un point tout à fait important de voir comment on peut aller plus loin dans la personnalisation, dans les choix qui vont être faits diététiques. Une question ici, s'il vous plaît. Madame Dubar. Merci. Bonjour monsieur, merci pour votre intervention. Moi j'ai une question par rapport à la précarité. Donc j'entends le commentaire de Grégory qui parle de plusieurs consultations. Mais quand on sait qu'en France, il y a quand même des milliers de personnes qui n'ont pas la capacité financière de s'alimenter de manière nutritionnelle, on peut s'interroger sur les conseils parce qu'en fait, c'est bien beau de dire qu'il faut manger des fruits et légumes, mais au prix des fruits et légumes, tout le monde n'y a pas accès. Et en fait, je crois qu'il y a aussi cet angle qu'il faut aussi prendre en compte dans les politiques et dire que, ok, c'est bien de donner des conseils nutritionnels, mais il faut aussi donner la capacité aux gens de pouvoir avoir accès à ces produits indispensables pour leur guérison et leur émission. Enfin, voilà. Merci pour votre commentaire, il est très important, je suis 200% d'accord. Au-delà de faire comprendre aux gens que la pomme de terre n'est pas un légume, il y a certaines sociétés savantes, et tout particulièrement la Société francophone de nutrition clinique et métabolisme, qui réfléchit à ce sujet-là depuis très longtemps, et en particulier chez les personnes âgées. Comment permettre l'accès aux fruits et légumes chez les personnes âgées, en particulier avec des difficultés économiques.
Il y a un vrai travail à développer là-dessus pour fournir des paniers de fruits et légumes, de saison évidemment, avec des premiers résultats du modèle économique en particulier soutenu par des départements ou des régions qui marchent assez bien. Je rappelle quand même que dans la littérature scientifique, fruits et légumes comprend à la fois le fruit et le légume frais, mais aussi les conserves et les surgelés. Donc, attention à ne pas trop faire croire aux gens que tout ça est très compliqué, puisque, clairement, on a la possibilité d'améliorer l'alimentation aussi avec des produits qui sont qualitativement un peu moins bons, mais qui sont quand même efficaces. Donc, je le rappelle, les fruits et légumes, même en conserve et même en surgelé, ont un impact positif sur l'état de santé. On ne va pas rentrer sur les détails là-dessus. D'autres questions dans la salle? Pas pour l'instant sur Internet. Moi, je vais t'en poser une, Bruno, parce qu'on a une expérience à l'Institut du cancer de Montpellier. Une pharmacienne qui s'appelle Caroline Perrier a commencé à suivre des appels pour des patients et des patientes qui ont des chimiothérapies orales et sur ces chimiothérapies orales, finalement, ils vont appeler la pharmacie pour dire « je prends un complément alimentaire, on m'a dit que c'était très très bon ». Et on se retrouve à avoir des patients qui disent, et tu as dit qu'il y avait un très bon dialogue médecin-malade et que ça se passait très bien. Nous, ce qu'on voit, c'est que finalement, il y a beaucoup de patients qui prennent des choses sans que ce soit tracé dans les dossiers médicaux, sans que potentiellement... Et comment on va faire dans le temps qui vient où dans plein de centres commerciaux, aujourd'hui, on propose de la spiruline, on propose des compléments alimentaires dans tous les sens. Et il y a vraiment des rayons qui se développent et ils sont quasiment en train de dire effet anti-cancer, etc. Avec, ça ressemble à des médicaments, mais ce n'est pas des médicaments. Et comment tu peux améliorer et est-ce que les diététiciennes ou les diététiciens qui travaillent avec vous, est-ce que vous avez une sensibilisation de plus importante? Tu pointes le doigt sur un sujet, à mon avis, qui va prendre de l'ampleur parce qu'effectivement, on en voit partout ces compléments alimentaires, y compris dans des pharmacies, dans des parapharmacies, sur Internet, avec des champinois, dans des supermarchés, effectivement, mais simplement sur Internet, sur lequel il y a un site et un portail actuellement de thérapie chinoise, de compléments alimentaires, sur lequel tu peux te faire livrer n'importe quelle pratique. Comment on va pouvoir informer à un point qui est aujourd'hui une commercialisation à tout va de ces produits et pratiques? C'est très important ce que tu dis, effectivement. Je me réfère à mon expérience des problématiques de régime de restriction glucidique. On a été un petit peu en retard dans la réactivité des sociétés savantes sur le sujet. Je crois qu'il faut réagir de façon très anticipée sur ce qui va advenir. Après, il y a beaucoup de vagues de mode. Donc, la vague actuelle est plutôt sur le curcuma, etc. Mais je pense que ça va retomber à un moment ou à un autre comme un soufflet. La grosse vague à venir, c'est celle du microbiote et des probiotiques. Il faut qu'on anticipe énormément cela. Et comment on doit le faire? Eh bien, il faut qu'on soit d'abord très attentif à tout ce qui va sortir du point de vue scientifique. Tout ce qui va sortir du point de vue non scientifique, c'est-à-dire les livres, les sites internet, etc., les startups, pour pouvoir avoir les connaissances suffisantes pour pouvoir dialoguer avec les patients, les solliciter à dialoguer et pouvoir éventuellement travailler avec tous ces gens-là, parce que je ne vois pas pourquoi on n'irait pas aussi vers eux. Alors ceux qui ne veulent pas travailler, qui sont des charlatans ou je ne sais pas quoi, non. Mais il y en a plein qui aimeraient bien aussi travailler. Donc il faut réfléchir à ça de plusieurs façons. L'interaction directe avec le patient et l'interaction directe aussi avec ceux qui proposent ce genre de thérapeutique complémentaire. On ne l'a pas fait avec les régimes de restriction glucidique. La mode semble s'éteindre petit à petit, mais bon, il faut quand même être méfiant. Donc je pense que c'est ça. On ne peut pas tout empêcher. Là où je pense qu'il y a la possibilité de faire des choses, c'est de dire à l'entrée de la consultation, bonjour, votre avis sur les compléments alimentaires nous intéresse, n'hésitez pas à nous en parler et nous vous poserons la question lors de la consultation, etc., etc. Je crois qu'il faut multiplier les possibilités d'ouverture du dialogue
et puis aussi vraiment aller vers les personnes qui proposent ce genre de thérapeutique pour discuter avec eux sans être dans un conflit assez dur. Moi, je suis scientifique, toi, t'es nul, ou inversement. Voilà. Je crois que c'est la bonne formule, effectivement, quand on parle notamment d'une société savante comme la NPI, c'est bien l'envie, en tout cas, d'aller chercher aussi de recueillir de l'information des patients et de l'avis des patients jusqu'aux industriels potentiellement et de les encourager à faire de la recherche. Je sais que Unicancer développe des essais cliniques, y compris sur des compléments alimentaires. De toute façon, voilà, il faut arriver à travailler ensemble et avoir une vision assez sereine et scientifique de cette approche sur les compléments alimentaires. Il reste encore le temps d'une question, si vous souhaitez, à Bruno. Elle arrive. Merci, docteur Bondil. Je suis dans les soins de support et dans le domaine de la sexualité. Il y a un problème, on avait une réunion hier à Lille justement sur les rencontres cancer, fertilité, sexualité, c'est qu'il faut faire attention de ne pas créer de la frustration. Il y a une offre qui est il y a une demande qui est très forte, mais je vois dans le domaine de la nutrition, par exemple, dans un hôpital qui est à Chambéry, si on veut avoir une réponse d'un nutritionniste, c'est extrêmement long et compliqué. Donc il faut vraiment faire ce qu'on a fait dans les soins de support, c'est faire des réponses graduées, parce que tout le monde ne peut pas faire ça. Donc il y a les soins primaires de la formation, de l'organisation, de la lisibilité, mais que ce soit pour l'activité intime adaptée, l'activité nutritionnelle adaptée, l'activité physique adaptée, il faut vraiment former les professionnels pour eux-mêmes sachent la réponse de base, et puis si besoin qu'ils orientent au niveau 2 et au niveau 3. Et ça, je crois que c'est un domaine vraiment fondamental à bien comprendre. Sinon, on va créer des frustrations, et les patients ne vont pas être contents, et les professionnels de santé non plus. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Je suis d'accord avec vous. Hein. Je suis d'accord, sauf que j'ai fait un peu de corporatisme là dans ma présentation en faisant la promotion du métier de diététicien, parce qu'ils en ont besoin. Hein. Mais je suis d'accord avec vous. Pour l'instant, on n'a pas suffisamment de diététiciens. On n'a pas la prise en charge, par la sécurité sociale des consultations de diététique. Et en plus de ça, peut-être qu'ils ne sont pas disponibles complètement pour ce genre de choses. Donc, il faut aller vers d'autres solutions, au moins transitoires, avec des infirmières d'annonce, avec des IPA, avec ce que vous voulez, des médecins qui puissent avoir les informations minimales requises pour faire la formation de premier niveau, comme vous dites. Ça me paraît une très, très, très bonne solution. On évoque effectivement dans la société savante l'idée de l'interdisciplinarité et que c'est un point absolument indispensable d'avoir au moins le minimum de connaissances et actualiser si possible et effectivement d'aller plus loin après dans la spécialité. Bruno Reynard, merci infiniment d'avoir pu participer dans ces conditions. Vraiment, c'était tout à fait pédagogique. J'espère te revoir prochainement dans d'autres conditions.